la donne commerce dans les Scouts. On va voir une série de retours d'expérience, et je vais tout de suite demander à nos témoins de nous rejoindre. Corinne Casanova, Myriam Reynaud-Manus, David Mirande, Jean-Michel Bonhomme et Jean-Luc Huès. Vous voulez bien nous rejoindre, bienvenue à vous. Prenez place. Voilà. Venez. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Prenez place. Bienvenue, monsieur Huet. Je crois qu'on partage déjà la conviction qu'il y a une mobilisation à organiser sur le volet commerce de vos Scouts, au vu de ce nouveau paysage décrit par Pascal Madry. On va donc essayer de voir comment différents territoires que vous représentez se sont saisis de la question commerce. C'est intéressant que vous nous expliquiez votre démarche, votre process, votre méthodologie, pour répondre à quels enjeux et comment vous avez donc concrètement traduit ces enjeux dans vos Scouts et avec quels outils. On vous a sondé là-dessus aussi à l'entrée avec l'équipe de reportage qui se balade. Elle va vous solliciter tout au long de la journée pour entendre vos questions, réactions, points de vue sur Scott et commerce, et on va entendre tout de suite quelques-unes de vos contributions. Regardons. Le fait de pouvoir concilier les acteurs du commerce et de la planification, déjà dans ces rencontres, je pense que c'est déjà une première bonne chose. Donc c'est continuer beaucoup à collaborer, à travailler en amont surtout, je crois. Je pense que chacun de nos territoires, on a beaucoup de discussions sur ce sujet-là. On a du mal à fixer des bonnes orientations sur ces questions entre l'équilibre entre le commerce périphérique et centre-ville. Je pense que le commerce, pour nous, c'est un sujet majeur, puisqu'il concourt à la structuration du territoire. Et c'est un sujet qu'on creuse, et on espère qu'il évolue très vite. Donc il faut s'adapter et confronter nos perspectives, nos points de vue. Je pense que c'est lié, et quoi que certains pensent, même dans les petites communes. Parce que je suis maire d'une petite commune, et c'est important qu'on arrive à préserver un minimum de commerce dans nos communes. Le commerce, c'est pas un volet qui est trop développé en fait dans le Scott. Et aujourd'hui, par rapport aux nouvelles lois qui se mettent en place, le volet commerce prend de plus en plus de place. On ne peut pas dissocier l'aménagement du développement économique. Le commerce fait partie du développement éco. Et donc oui, c'est forcément, il faut un SCOT ou en tous les cas des documents d'urbanisme pour un petit peu planifier et pas faire n'importe quoi avec le foncier, avec les zones commerciales et avec les artisans et les commerces qu'il y a derrière. Après, toute la question est de savoir jusqu'où il faut aller, réglementer, encadrer, etc. Voilà. Moi je le vois très bien parce qu'on est en élaboration d'un schéma de cohérence territoriale et donc après il y aura toutes les démarches de commission départementale d'aménagement. On a déjà beaucoup de dossiers, donc après faire le lien, tout ce qui est revitalisation de centre-bourg, tout ça, il y a du boulot. Alors top, vous avez posé toutes les bonnes questions. Répondez franchement là, vous observez ça tous les jours. Aujourd'hui, les territoires sont plus suiveurs ou entraîneurs de la dynamique commerciale. J'ai l'impression qu'ils sont aussi encore suiveurs. Vous avez 2 heures. Alors là, ça va. Non, surtout pas. 30 secondes. Mais non, je crois qu'on ne peut pas les enfermer dans une trajectoire. Si on regarde, alors en 2 minutes, je fais court. Ouais. Si on regarde les approches de cette question commerciale, il y a 4 grands courants. Il y a le courant collectiviste, l'Union soviétique. Le commerce est une affaire d'État, il n'y a plus de questions. Bon, ça n'existe pas en France, sauf pour les marchés. C'est la seule forme de commerce qui est totalement régulée, en tout cas avec un carreau, un domaine public, etc. Donc
ça c'est une méthode, mais vous voyez qui est quand même assez marginale. Vous en avez une autre qui est le malthusianisme. On bloque tout et on fige l'appareil commercial tel qu'il est aujourd'hui. On caricature un petit peu les choses, la loi Arroyer était un peu dans cette dynamique. On a une grande distribution qui met en péril nos centres-villes, nos commerces indépendants, donc on fige, enfin en tout cas on freine plutôt, avec des autorisations d'exploitation commerciale, une fiscalité, donc la TASCOM, etc., de l'époque, le TACA. Donc on met des barrières à l'entrée. J'appelle ça l'approche malthusienne. Et puis vous avez les deux grands courants dominants de l'époque, le courant libéral, sans être péjoratif en utilisant cette expression-là, et qui produit la liberté d'établissement et la liberté de concurrence. Héritage de la Révolution française, tout ça, c'est la suppression des corporations avec la loi Le Chapelier et le décret d'Allard. C'est à ces deux lois, deux textes législatifs qu'on doit ce libéralisme. Et participons. Et donc, c'est historique en fait. Au pied du mur aujourd'hui là-dessus. Tout à fait. Donc, alors, on libéralise, et dans certains cas, on supprime le registre du commerce, on supprime les AEC, et on étend les ouvertures. C'est Madrid. Vous voyez, si vous voulez, l'exemple le plus poussé de cette logique, c'est la région madrilène. Et puis, on corrige un petit peu quand même les externalités négatives avec des politiques d'aide aux plus faibles, le FISAC. Donc, ce courant-là, il est présent en France. Et vous avez un autre courant que j'appellerais aménagiste, et la loi SRU l'a totalement porté, et les Scots héritent, je pense, plutôt de ce courant-là, et qui, lui, ne renie pas la liberté d'établissement, le principe de concurrence, mais qui va mettre au premier plan la cohésion territoriale, montrer que le foncier, enfin, essayer de démontrer que le foncier est un patrimoine commun de la nation, et que le commerce doit se plier à certaines prescriptions, intégration architecturale, urbaine, paysagère, etc. Les Scots hésitent entre tout ça, je dirais. Et nos gouvernements aussi. Bercy est plutôt libéral, alors que le MCT est plutôt aménagiste, et le ministère de l'écologie, a priori, serait plutôt aménagiste, même s'il se prononce très peu sur la question aujourd'hui. Alors justement là-dessus, ce que vous nous avez décrit, pupitre, est-ce que vous venez de dire, est-ce que c'est atypique de la France? Comment on se situe? Quelle est notre posture par rapport à notre environnement européen? On n'est pas comme les autres ou on fait comme les autres? Moi, je suis un économiste de la régulation, donc je regarde toujours les forces économiques et les forces de régulation qui sont là pour à la fois accompagner et parfois freiner ce développement. On a le côté force économique, on a sûrement l'un des commerces les plus concentrés d'Europe. J'ai essayé de le démontrer tout à l'heure. Avec les pays, avec l'Angleterre, en fait, nous avons le commerce le plus moderne au sens de forte présence des groupes, des moyennes surfaces, du discours, etc. C'est un héritage. Et qu'on ne retournera pas comme ça du jour au lendemain. Il faut faire avec. Et vous avez dû faire avec, d'ailleurs, vous, les Scots, depuis les années 2000. Donc ça, c'est une spécificité en Europe. Vous allez en Italie, oui, en Grèce, vous n'avez pas une grande distribution aussi présente. Le tissu commercial est d'abord l'affaire d'indépendants. Et la question de l'urbanisme commercial se pose du coup en tout autre terme. Ça, c'est les forces économiques qu'il ne faut jamais perdre de vue et qui sont donc aujourd'hui terriblement chahutées par Internet. Et on peut prédire que demain, la grande distribution aura les mêmes revendications que le commerce indépendant dans les années 70, pour celles qui ne s'est pas adaptées. Côté régulation... des nouveaux poujates qui vont arriver. On ne va pas dire dedans quand même pas, mais qui vont demander à ce qu'on fiscalise des GAFA, par exemple, des choses comme ça. Alors, côté régulation, on a un État qui, je pense, a plutôt été libéral, parce que c'est d'abord lui qui s'est occupé de cette question-là dans les années 60, et pour une raison très simple, c'est que la grande distribution a participé de l'effort de modernisation du pays, et que l'État et la grande distribution avaient intérêt lié à amener une classe moyenne, à émanciper une classe moyenne par le levier de la consommation. Et donc, je pense qu'il y a un pacte culturel, historique entre l'État et la grande distribution, et qui est présent encore aujourd'hui dans certains services ministériaux. Voilà. D'accord. Et puis, vous avez un autre courant qui dit il faut peut-être passer à autre chose, et on a d'autres enjeux maintenant qui sont environnementaux, de développement durable, et qui appellent peut-être une relation nouvelle avec ces acteurs. D'accord. Et dans ces autres pays d'Europe, y a-t-il des
dispositifs, on se pose la question, Scott et commerce, est-ce qu'il y a des dispositifs comparables? Alors l'Allemagne, c'est sûrement l'exemple le plus probant de ce point de vue-là, avec une approche aménagiste, je dirais, très, très volontariste, avec une planification qui se décline à la fois au niveau du droit d'aménagement du territoire, qui est déjà très prescriptif, puis au niveau des régions. Nous, avec les STRADET, on est au balbutiement de la question commerciale à l'échelle régionale. En Allemagne, elle existe depuis les années 70. Et vous avez, au niveau de ce que l'on pourrait appeler les STRADET, l'équivalent des STRADET aujourd'hui, une hiérarchie urbaine très stricte, d'ailleurs qui, culturellement en France, aurait peut-être du mal à être acceptée, je ne sais pas, mais qui classe les villes par ranking et qui affecte à chaque rang une capacité de commerce. Ce que l'on fait dans les SCOT, on le fait en Allemagne au niveau des régions, et ça va se décliner ensuite au niveau des Kreis, des agglos, dans l'équivalent de SCOT, et vous avez même des documents se situant entre l'équivalent de la région, les Länder et nos agglos, qui viennent parfois encore apporter des précisions. Ce serait l'équivalent de département, même si c'est un peu abusif. Et puis ensuite des cartes communales qui elles-mêmes sont très prescriptives. Tout à l'heure, on a entendu la ville d'Amiens nous dire qu'elle avait mis en place des linéaires de protection dans son plus pour préserver certaines rues. En Allemagne, vous pouvez faire ça sur tout un centre-ville. Très bien. On se présente, on fait connaissance et on commence avec vous, Corinne Casanova. Vous venez de Savoie, un rapide présentation. Donc Corinne Casanova, je viens effectivement de Savoie, je suis vice-présidente du SCOT de Métropole Savoie, c'est la partie urbaine de la Savoie entre Albars-Montbéliard et Chambéry, qui est un SCOT de 102 communes. Modèle allemand, là, que vous venez d'entendre. Je pensais qu'on était plutôt italien, mais non, je crois qu'on a un petit côté allemand chez nous. Dans vos choix. Puisqu'on a un SCOT approuvé en 2005, sur lequel on a révisé en 2012 pour remuscler notre volet commerce avec un DAC. D'accord. On est en train de réviser aujourd'hui, où on continue la réflexion commerciale. Effectivement, on a fait un peu de ranking, effectivement, vous avez votre sur ranking, le territoire. Jean-Michel Bonhomme. Oui, bonjour, Jean-Michel Bonhomme, vice-président du SCOT du pays de Lorient. Voilà, et maire d'une commune littorale d'environ 6000 habitants. Donc on vient, nous, rapidement, d'approuver notre SCOT, le 16 mai exactement, avec dans le SCOT un document d'aménagement artisanal et commercial qui a donc vraiment pour but de réguler les implantations en périphérie et de préserver les centralités, mais voilà, j'aurai l'occasion tout à l'heure de débattre de nos outils. Très bien, et j'ai pris part aussi de votre agence d'urbanisme qui est dans la salle et pour intervenir dans les échanges. Bienvenue également à Myriam Reno-Banus. Alors, je prie d'excuser mon président qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Pas de problème. Donc je serai l'élément un petit peu atypique de cette table ronde et j'essaierai de bien reprendre. Pourquoi vous êtes atypique? Voilà, atypique parce que je suis technicienne au milieu du table ronde. Et que si on travaille ensemble avec les élus, chacun a sa place et doit y rester. Donc peut-être parfois j'aurai des interprétations, donc je dirais tout de suite que c'est ma vision technicienne de la chose. On est un SCOT dans les régions montagnes des Alpes du Sud, Gap, avec mon accent que vous avez peut-être entendu. 80 communes, la moitié d'un département. On va dire, on est plutôt dans le rang des aménagistes, puisque quand on est en montagne particulièrement, les choix d'aménagement de territoire au niveau de toutes les fonctions urbaines, sans vouloir légiférer ou être malthusienne, il faut quand même qu'on organise les choses. Et vous avez dit très clairement que les enjeux environnementaux, entre guillemets, chez nous, vont prendre une importance importante, enfin une importance plus cruciale maintenant. David Mirande, qui est à 60 km de Lourdes. Vous parliez tout à l'heure, pas très loin. Donc, bonjour, David Mirande, je suis donc maire d'une toute petite commune rurale de 160 habitants, maire d'Arène, donc dans le Haut-Béarn. Je suis du coup vice-président en charge de l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme et donc du SCOT de l'ex-Piémont Loronnais, puisque depuis le 1er janvier 2017, nous avons fusionné avec 3 autres territoires intercommunaux.
dont je fais partie, puisque je n'ai jamais participé du coup à l'élaboration du SCOT précédent, mais aujourd'hui le SCOT s'est forcément étendu sur le nouveau territoire. Juste pour vous présenter brièvement notre nouveau territoire, donc le Haut-Béarn, c'est un territoire extrêmement rural, 1060 km², 48 communes, 32 000 habitants, 70% d'espace naturel, un peu moins de 27% d'espace agricole. Et aujourd'hui avec un grand débat puisqu'il y a 2 ours qu'on nous promet pour l'automne sur un territoire où le pastoralisme est extrêmement fort. Ah, et capitaine du Béret. Exact, c'est la ville de Laurent-Sainte-Marie qui est également sous-préfecture, qui est notre ville-centre, tous les services du commerce se construit, qui est également la capitale du Béret. Je me demandais hier s'il y avait une différence entre le Béret basque et le Béret du Béarn. C'est la façon de l'emporter. La façon de l'emporter. Vous en avez amené, j'espère, pour ce soir. Non, j'ai pas pris pour rétro. On est en cru chez moi. Ah ouais, ici il fait toujours beau. Jean-Luc Lulez. Oui, bonjour à tous. Je suis aussi maire rural d'une commune de 927 habitants, c'est-à-dire de l'INSEE, et président du SCOT Bourg-Bresse-Revermont depuis 2002. C'est-à-dire que j'ai une certaine ancienneté, une certaine permanence sur le sujet. Nous avons élaboré un premier schéma de cohérence territoriale sur le bassin Bourg-Bresse-Revermont, c'est-à-dire environ 130 000 habitants, avec une ville-préfecture Bourg-en-Bresse et donc une agglomération urbaine de 65 000 habitants et une campagne de 65 000 habitants. Première élaboration du schéma de cohérence territoriale 2002-2007 avec son approbation à l'unanimité par l'ensemble des communes. Puis modification et révision, et nous venons d'approuver une révision en décembre 2016. La révision, l'essence même de la révision, c'était de mettre en place un document d'aménagement artisanal et commercial qui nous manquait cruellement sur notre territoire. Dans notre l'agglomération urbaine, dans notre strate, nous sommes les champions de France des mètres carrés de surface commerciale. Très bien. Alors, si je dis une bêtise, mais dans la recherche-action que vous avez menée avec Acadie et les équipes de la Fédération, 94% des spots fécondants ont dit oui, on a intégré, mais avec des chemins divers, c'est l'intérêt de votre présence, le commerce dans nos spots ou leur révision. Sauf que c'est évidemment selon des modalités diverses et des engagements très, très différents. Donc, on a une demi-heure avec vous, après on échangera avec la salle, pour comprendre le pourquoi et le comment de l'intégration du commerce dans vos scopes, votre méthode en quelque sorte. Parce qu'on est là aussi pour partager ces bonnes pratiques. C'est exact, hein, les 94%. Hein, bon, donc voilà, donc oui, le commerce est intégré, mais comment on fait? C'est ça le sujet. Vous avez déjà commencé à nous donner des éléments d'outillage. Alors, quelle prise de conscience et quelle intégration? Alors, vous nous expliquez ça chacun en 2 minutes, et après on croisera nos différentes pratiques et on regardera les éléments qui peuvent ressortir. Qui veut démarrer? Allez-y. Comme vous, la prise de conscience, c'est bien sûr la consommation d'espaces extérieurs aux agglomérations urbaines avec la création de zones commerciales accueillant des grandes surfaces, des hypermarchés, l'imperméabilisation des sols, la consommation d'espace, l'imperméabilisation des sols avec les surfaces nécessaires en stationnement, et puis l'impact aussi sur les collectivités publiques pour desservir ces zones commerciales. Deuxième élément, c'est la disparition d'une centaine de commerces en centre-ville de la ville de siège et la recréation souvent de ces commerces en périphérie immédiate, c'est-à-dire de l'autre côté de la limite communale. On n'a pas évoqué tout à l'heure, on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, mais il y a des problèmes de limite communale. Ce qu'on ne fait pas dans une commune, on le fait dans la commune voisine parce que le PLU est plus souple ou que les élus ont été plus attentifs à l'accueil de surfaces commerciales. Et vous êtes trouvé dans une situation où une des communes aspirait l'essentiel de l'activité commerciale. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça c'est
véritable problème, non seulement dans les relations entre les élus, mais aussi dans l'économie générale de notre territoire. Vous m'avez dit dans le premier SCOT de 2008, c'est votre terme, hein, alors expliquez-nous, nous avons été très lâches avec le commerce. C'est-à-dire qu'on n'a pas traité, tout simplement parce qu'on sentait qu'on n'arrivait pas à traiter immédiatement ce sujet. On a réalisé ce spot en 4 ans et l'objectif premier, c'était la consommation d'espace et la diminution de la construction en milieu rural. On avait une forte croissance de l'habitat en milieu rural, donc des phénomènes de migration d'alternants pour le travail très importants. Et l'objectif, c'était de rééquilibrer entre lieu d'emploi, lieu de travail, lieu de loisir et lieu d'habitat. Donc, on a laissé faire 2008-2014, 2014 révision, et là, on adopte un DAC. Comment s'est comporté le vilain petit canard? Comment s'est comporté la commune qui avait... Elle s'est abstenue. Ah. Comment ça c'est une abstention positive. Oui, on aurait pu dire. Ouais. Mais comment se prépare un DAC, enfin, comment ça se concerte? Qu'est-ce qu'on y met? Parce que là, vous aviez à mener un retournement. Oui, mais on était déjà pratiquement à un point de retour, puisque tel volume, telle surface, chacun commence à comprendre que aujourd'hui, sur les 5 dernières années avant la remise en œuvre de la révision, on a une croissance des surfaces commerciales de 3% par an, une croissance de population de 1%. Donc on se dit que ça ne va pas durer éternellement les 3%. Donc il va falloir regarder à mieux organiser le commerce localement. Alors, concrètement, c'est quoi la feuille de route parce que du coup j'ai l'impression que parce qu'on a été on n'a rien fait sur la première période. C'est ça. Là, alors oui, on a forcément serré, on a identifié des zones sur lesquelles, des zones sur lesquelles il n'y aura plus d'extension autorisée des grandes surfaces. C'est une forme de enthousiasme, certes, mais à un moment donné, c'est nécessaire. Donc on interdit aux très grandes surfaces de s'étendre désormais et de créer des galeries commerciales à l'intérieur même de leurs grandes surfaces. On autorise les fonctions mixtes, commerce tertiaire, dans les zones où on peut trouver cette possibilité, et on autorise partout le commerce de pieds d'immeubles, alors que les PLU étaient très restrictifs en matière de commerce. On dit désormais, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'installer partout pour les petits commerces. D'accord. Sur les drives? Sur les drives, pas de drive isolé. Les drives sont obligatoirement accolés aux grandes surfaces existantes. D'accord. Est-ce que ça commence déjà à porter ses fruits? Ah oui, en 2014. Oui, ça porte ses fruits. C'est quoi les indicateurs? Les indicateurs, c'est quand les GMS viennent nous voir en nous disant on a un projet d'aménagement ou de requalification ou de fermeture ou d'ouverture, parce qu'un certain nombre d'entre eux veulent continuer à ouvrir. Il y a une enseigne que je ne connais pas, qui est déjà un établissement et qui veut en ouvrir 2 autres sur notre territoire. On lui dit mais on ne comprend pas. Ah si, nous estimons que dans notre créneau, nous avons un potentiel de développement. D'accord. Il dit mais écoutez, vous remplissez les règles du SCOT, vous vous installez là où c'est autorisé. Il n'y a pas de raison que nous soyons contre le développement commercial. La liberté du commerce, la liberté d'entreprendre, c'est que chaque entrepreneur, eh bien, il porte son risque. Pour autant, ce sont dans les zones qui sont désignées pour le commerce. Encore une question. Comment vous êtes... politiquement, le portage est important. Hein. Oui. Comment vous le vendez à vos collègues? Alors, par une transparence totale, c'est-à-dire que toutes les décisions, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a plus maintenant de structure porteuse du SCOT, c'est la communauté d'agglomération. Nous sommes une communauté d'agglomération composée de 75 communes, 130 000 habitants sur un territoire de 1300 km², pratiquement le quart du département de l'Ain. Et tous les dossiers passent en bureau, passent en commission spécifique SCOT, puis en bureau.
Et nous souhaitons que tous les dossiers supérieurs à 300 mètres carrés passent aussi en CDAC. Un peu de souci avec les services de l'État qui ne jouent pas forcément le jeu, mais au moins tous les dossiers passent en bureau de manière à partager la culture que nous voulons mettre en place en termes de commerce. Cet après-midi, on parlera des relations aller-retour avec les CDAC. C'est un vrai sujet. Donc vous arrivez à l'allemande, là, un peu. Oui. Oui. Bon, voilà un cas de figure où on n'est pas sur le sujet et on le reprend en main avec une action offensive incarnée par un DAC très précis, vous nous l'avez décrit, et qui porte ses fruits. Oui, avec 2 chargés de mission au sein de la communauté d'agglomération sur le commerce local. Sur le commerce local pour faire en sorte que dès qu'on voit un commerce qui se fragilise, s'efforcer qu'il ne s'échappe pas ou qu'en tout cas on puisse trouver des solutions de reprise. D'accord. Chez nos 4 autres témoins, est-ce qu'on a des démarches un peu dans la même veine, offensives, après avoir une première période où on ne s'est pas posé la question? On est toujours à comprendre le pourquoi de votre décision politique. Alors, à Lorient. Donc, à Lorient, nous avions un SCOT qui avait été approuvé en 2006, dans lequel on pouvait trouver de grandes orientations sur le commerce. On n'était pas à cette époque-là où c'était un peu plus prenant. Donc, il y avait des grandes orientations, mais rien de prescriptif. Et ensuite, en 2011, c'est un petit peu le même cas qu'on vient d'exposer. Il y a donc une commune qui souhaitait implanter une nouvelle zone d'activité commerciale proche de la RN 65, c'est-à-dire dans le flux. Et ce qui n'a donc pas plu aux communes de l'époque. Nous étions une agglomération de 19 communes. Donc les élus ont commencé à réfléchir, à se dire, bon, il faut absolument qu'on soit fédéré autour de cette cause du commerce. Donc on va donc écrire une charte. Donc nous sommes partis à écrire une charte commerciale, qui n'a pas été votée à l'unanimité, parce qu'effectivement, il y a quand même des communes qui sont aspirateurs. Donc, ils voyaient d'un mauvais œil effectivement cette charte. Il y en avait 2 sur 19. Mais donc on arrive en 2014, juste avant les élections. Donc, on vote cette charte. Et durant l'année 2014, de gros coups de canif par certaines communes pour l'implantation de commerce, parce que, bon, ça ne reste qu'une charte, ce n'est pas opposable. Et puis, c'est bien beau qu'on se retrouve tous les maires autour d'une table pour parler, oui, on va faire une charte, mais à partir du moment où l'implantation se situe sur son secteur, on est plus à même à défendre son secteur qu'à défendre la charte qu'on venait d'écrire il y a quelques mois. Et en 2014... La charte a été votée uniquement très nue. Enfin, les professionnels du commerce n'ont pas si, les professionnels du commerce avaient été approchés lors de l'écriture de la charte. D'accord. En fait, les coups de canif dont je parle, c'est principalement les communes, voilà, qui portaient les projets d'implantation de nouveaux mètres carrés commerciaux sans tenir compte de cette fameuse charte. Donc en 2014, il y a eu l'intégration d'une communauté de communes au sein de Lorient Agglomération, ce qui a eu comme effet de devoir réviser notre SCOT. Et là, on s'est dit, c'est bien beau d'écrire tout document, mais qui décide? La machine à dire oui, qui décide, qui sanctionne. Bien sûr. Donc on arrivait avec un avis du SCOT, bien sûr négatif quand la nouvelle implantation ne rentrait pas dans l'écriture de la charte, ouais. Mais on était les seuls. En fait, je votais contre et tout autour, ça votait oui. Et pourquoi? Votre charte n'est pas opposable, donc... c'est ce que tu veux. En gros,
vous votez ce que vous voulez, on suivra. Donc à un moment, ça doit énerver. Oui, et puis il faut dire également que nous, propres élus, on n'arrivait pas avec le même message en CDAC. Donc, bien effectivement, nous perdions à chaque fois. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin, on a refait le tour des 30 communes. Là, on était passé à 30 communes, qui représentent environ 220 000 habitants. Et alors, on a la particularité d'avoir, bien sûr, au sud des communes littorales. C'est là où tout le monde vient en vacances, c'est là où se passe l'attractivité. Et on a une particularité aussi d'avoir des communes du nord, des communes rurales, qui eux, bien sûr, avaient une désertification de leur commerce. Et comme l'emploi se trouve effectivement dans les villes centres, les gens faisaient leurs courses le long de la voie express. Et puis n'allait plus dans les centres-villes de ces communes. Donc on se dit... À ce stade, est-ce qu'il faut comprendre qu'une charte, démarrer qu'une charte, c'est une mauvaise pioche? C'est pas... Une charte, c'est une mauvaise pioche, ça fait l'air sur le coup. Mais ensuite, au CDAC, on connaît les représentants. Il y a la ville qui porte le projet, il y a le représentant des associations des maires, il y a le représentant de la plus grande ville, il y a le représentant du SCOT. Voilà, il y a le conseil départemental qui avait pour habitude, conseil départemental, conseil régional, qui avait pour habitude de voter comme la commune porteuse du projet. Donc, on s'est dit, il faut qu'on bâtisse un document qui va être opposable. Donc, on a fait appel à M. Madry, qui vient de nous expliquer, il est partout, voilà, il est partout, même à Lorient, qui vient de nous expliquer un petit peu le contexte national, notre contexte, et puis voir comment on pouvait bâtir un DAC, je dirais, qui est très, très prescriptif. D'accord. Un DAC très prescriptif. Je crois que vous avez, plus de 200 réunions, 3 commissions créées, Oui, on est proche de 200 réunions, création de 3 commissions, dont une commission commerce. Oui, on s'est réunis entre 2015 et le vote du 16 mai 2018, oui, plus de 200 fois en commission, en séminaire. On a fait des séminaires commerce avec les acteurs commerciaux, la Chambre des commerces. Donc on s'est mis tous autour d'une table, entre les élus, la Chambre des commerces, avec bien sûr les techniciens de Delors. Et on a créé ce DAC, que je le répète, opposable et très prescriptif, qui vraiment limite l'implantation en périphérie de façon drastique. Et je rappelle que le SCOT était voté à l'unanimité, moins une fois. Les mêmes? Pas les mêmes. Donc, vous avez, je crois, 3 zones d'aménagement commercial type 1, 2, 3. Il y a 2 communes qui avaient une ZACOM type 1, je crois, qui ont un peu fait la tête, mais globalement, on y est tous. Parce qu'on est allé sur une logique de prescription et opposable. Alors, on peut débattre rapidement des outils, parce que c'est quand même c'est important. Donc, il y a 3 types de ZACOM. Alors, elles ont été définies sur le nombre de mètres carrés commercial, voilà, en tranche. Et donc, première prescription, pas d'installation de commerce inférieure à 500 mètres carrés. Deuxième prescription, plus de commerce alimentaire. Troisième prescription, un quota de surface commerciale. Alors, le SCOT est parti sur 20 ans, un quota de surface commerciale à ne pas dépasser par décennie. D'accord. Alors, avec des contraintes. Pour les ACOM de type 1, on part sur 8300 m² de surface commerciale dans la décennie, avec 3000 m² en ouverture libre, mais avec les autres 5000 m² avec 2 conditions. La première, c'est que le taux de vacances dans le centre-ville où se situent ces 2 ACOM soit inférieur à 9%.
Et deuxième condition, c'est qu'il y ait 40% de résorption des friches commerciales sur ces accords. D'accord. On va chez vous, donc, de premiers démonstrateurs, de premières approches. Il y a déjà un fil rouge. C'est qu'il faut, je prends votre terme, c'est un peu ça aussi chez vous, être prescriptif, se rendre opposable rapidement. Et là, vous êtes challengé par les nouvelles dimensions que nous décrit Pascal Manet. Racontez-nous votre histoire. Notre histoire, 2005, élaboration du SCOT, volet commerce qui tombe en 2010, puisqu'il était fait pour 5 ans. Nous, on n'a pas renversé la table parce qu'au départ, on était parti de façon assez pragmatique. On a un territoire qui est, à peu près tous, on est très différencié entre la ville de Chambéry, 100 000 habitants, l'agglo d'Aix-les-Bains, 50 000 habitants, et puis des territoires plus ruraux en périphérie. Et l'armature commerciale territoriale, elle était à l'image de l'armature territoriale. Tout court, elle était déséquilibrée. Donc nous, on a plutôt quelque part un peu pris acte de ce déséquilibre. On a effectivement 2 pôles de destination commerciale majeure. Alors nous, notre définition de nos pôles qui sont devenus nos ACOM à partir de 2012, on les a définis par rapport à leur accessibilité, par rapport à leur rayonnement. Quand on va à cet endroit-là, on vient d'où? Du quartier, de la commune, de l'interco, de l'inter-interco ou de tout le territoire de Métropole Savoie. Et puis leur fréquentation, on y va tous les combien? On y va tous les jours, on y va toutes les semaines, on y va plus occasionnellement, ce qui nous a permis d'établir cette hiérarchie. Et lorsqu'on est parti sur l'élaboration d'un DAC, notre président nous a incité à considérer qu'il était obligatoire avant qu'il le devienne. Et peut-être ce qu'il a fait, parce que ce qui me semble important, c'est de se dire qu'il y a à la fois les outils, et puis à la fois il y a qui les porte. Et je pense que c'est encore plus important le rôle des élus, le portage politique que l'outil technique. Avec Emmanuel, la directrice, avec l'équipe, ils se sont déplacés dans toutes les communes. Et la discussion qu'on a pu avoir, parce que dans le diagnostic initial, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait ces pôles différenciés, et surtout il y avait 60% des communes qui n'avaient rien, pas de commerce du tout. Donc on est allé vers eux pour leur dire, il faut considérer que dans chaque commune, il doit pouvoir y avoir du commerce. Et donc dans chaque commune, on leur a proposé de mettre une centralité du quotidien. D'accord. Même s'il n'y en avait pas aujourd'hui. Ce qui a permis d'introduire une réflexion sur le commerce dans ces communes. Oui. La redéfinition des centralités du quotidien. Ils peuvent être du quotidien tout court, du quotidien de quartier selon la taille des communes, ou en projet quand il y a des pôles préférentiels d'habitat dans le SCOT qui permettaient d'imaginer des choses de nous. Ça a permis d'avoir cette discussion avec l'ensemble des maires sur qu'est-ce que le commerce chez eux, qu'est-ce qu'ils en attendent, qu'est-ce qu'il est à l'échelle du territoire de Métropole Savoie. Ce qui permet après d'éviter les dissensus que j'entends par rapport à des décisions en CDAC. Donc on a défini, donc dans chaque commune il doit y avoir une centralité du quotidien. D'accord. On la délimite. Puisque nous en étions à la délimitation, pas simplement à la localisation, donc on a fait à la parcelle. Ensuite, au-dessus, il y a des pôles territoriaux, donc dans ces ACOM du quotidien, on peut tout faire. Dans le pôle territorial, c'est ce qui permet d'éviter l'évasion commerciale jusqu'au pôle au-dessus, donc celui-là, là aussi, il a un intérêt d'aménagement du territoire. Le commerce est là pour permettre l'aménagement du territoire. Donc dans ce pôle territorial, on peut faire un tout petit peu plus. Et après, on est décrescendo. Le pôle, après, on a des pôles structurants. Il y en a 5 dans notre territoire et 2 qui sont de destination majeure. Et on a mis des seuils minimum et maximum dans chaque strate de la com. L'épicerie n'est pas importante pour le coup. Il y a une obligation de changer de strate. Un pôle territorial ne peut pas monter. Voilà. Et on est dans des enveloppes fermées. Donc dans l'enveloppe des ACOM du quotidien, on fait ce qu'on veut. Après, et plus ça va, et plus on est fin dans la délimitation. Les plus gros pôles sont délimités véritablement sur l'enveloppe parcellaire existante. Donc si on veut refaire quelque chose, on se densifie. Et par ailleurs, on a mis des règles sur la qualité de ce qu'on souhaite dans ces zones.
C'est-à-dire, on a mis des règles notamment sur les parkings. On ne peut pas avoir plus de 100 places de stationnement ou alors il faut les mettre en ouvrage. Voilà. Donc on permet à chaque échelon de vivre, mais d'apporter sa part au maillage territorial. Alors très intéressant, donc j'entends deux choses dans ce que vous dites. La construction par échelon concentrique, avec sur les centralités du quotidien, du vit à vie, enfin, c'est l'échelon de la commune, ce qui du coup laisse un espace de liberté à la commune versus le PCI, c'est ça qui est bien. Et puis la deuxième chose, est-ce que vous me le confirmez, très important pour vous, mesdames, messieurs, le SCOT doit être pris aussi comme un outil de dialogue dans le territoire. Complètement. Vous l'avez fait, ça. Complètement, on l'a fait, et on l'a fait à l'époque avec les communes, ce qui a permis de responsabiliser l'ensemble des élus. Aujourd'hui, on a l'échelon intercommunal qui s'intercale, qui a pris la responsabilité politique locale du commerce, qui a encore du mal sur certains territoires, ils le font très bien, sur certains autres, on a plus de mal, et c'est notre cas chez nous, parce que finalement le commerce ne va pas si mal que ça, donc on a plus de mal à se prendre le dossier en main. Mais aujourd'hui, dans les travaux de révision, on reprend ce travail avec de dialogue, c'est le plus important. Vous avez dit tout à l'heure, vous arrivez avec un maire, un président de PCI, un représentant du SCOT qui ne vote pas la même chose. C'est arrivé chez nous au début. Oui. Ça arrive plus. J'ai la faiblesse de penser. Ça arrive. Des fois, je vote différemment de mes collègues, effectivement, mais par rapport au côté qualitatif des projets, et notamment dans les deux plus grosses ACOM de destination majeure. Parce que je considère qu'on n'est que dans le greenwashing. Et un exemple que j'ai en tête, j'ai voté un dossier négativement en CDAC, ça l'a fait tomber. Il est monté en CNAC. J'ai aidé le porteur de projet à faire que son dossier puisse avoir le niveau qualitatif suffisant pour qu'il passe en CNAC, puisqu'il n'était pas en opposition avec l'essentiel, il était dans la bonne localisation, la bonne taille, mais sur ses parkings, sur la prise en compte du piéton, sur la façon dont il traitait le développement durable, il n'était pas bon, il est devenu meilleur. Troisième enseignement, vous vous êtes aussi donné les moyens de challenger les acteurs pour aller dans le cadre de vos choix politiques, vos strates, et d'aller dans la qualité aussi. Avec un élément qui est souvent complexe, on reviendra peut-être, c'est le discours qu'on peut avoir avec les services de l'État dans les départements. Bien souvent, on n'est pas en désaccord avec nos maires, ils ont compris puisqu'ils ont participé à l'élaboration de la réflexion sur l'armature territoriale qu'on a et qu'on souhaite avoir ou conserver. Souvent, c'est dans l'interprétation avec les services de l'État. Il y a de moins en moins de monde dans les préfectures. Et il y a des analyses, par ce contrôle de notre directrice qui écrit les avis, et bien souvent nous ne sommes pas raccords. Clairement, nous ne sommes pas raccords sur la façon dont... de plus en plus aussi, les avis sont des avis qui se terminent pas par un oui ou par un non élaboré par le préfet, qui passe par un avis, déduisez-en ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. Donc le désaccord ne va pas jusqu'au bout, mais c'est aussi cet élément-là que j'ai envie de faire remonter, que le consensus des élus peut parfois être plus fort que la règle pure. Voilà. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, tout à fait. Très bien. Très bien. Alors je vous ai vu acquiescer, madame, lors de l'intervention de madame Casanova. On peut caler, vous nous avez amené 2-3 images, on va les dérouler pour que vous parlez. Bon, sur ces 3 premières expériences, quel point commun avec la vôtre, quel commentaire vous avez à faire? Alors, par rapport aux 3 premiers exemples, dire que nous, dès le début, ça a été un enjeu fort que de travailler sur cette question-là, puisque le projet de SCOT, c'était déjà un projet, dans le cadre de l'élaboration, de travail entre des acteurs, élus et partenaires économiques, dans un territoire où la commune centre n'était pas dans une intercommunalité. Donc il faut se dire qu'on est parti d'une feuille un peu vierge en termes d'échange territorial. À l'instar de Chambéry, on est une zone de montagne, c'est pour ça que j'ai juste souhaité avoir
deux petites diapos, c'est dire que la question du commerce, à notre échelle, on est une zone touristique, donc on a de très grandes surcapacités au niveau commercial qui sont du fait de notre saisonnalité. On a 4 PCI aujourd'hui, on en avait 8 au moment de l'élaboration du SCOT. La petite partie d'en bas était importante. Je ne sais pas si on peut remonter. Si, on la voit bien. On la voit bien. Voilà. La ville-centre de Gap par rapport aux préfectures de ce département est un aspirateur commercial puisqu'il y a plus de 88% des espaces commerciaux qui sont sur cette ville-centre par rapport à la totalité du département. Et donc l'enjeu de travailler sur notre périmètre, c'était un enjeu qui dépassait largement notre périmètre mais qui était un enjeu départemental. Par rapport à ça. Un deuxième point, c'est qu'effectivement, on est un espace touristique et quand on a fait le constat paysage lors d'élaboration de notre SCOT, mais bien entendu, on a fait un travail sur l'imaginaire collectif et les gens ont tout de suite posé qu'est-ce qui était beau dans leur territoire. On a travaillé avec des photographes, donc on avait, les gens nous faisaient des photos de montagne, cadre merveilleux et tout, et quand on a commencé à poser les questions dans la grille de lecture de ces photographes, qu'est-ce qui menaçait à court terme ou à long terme notre territoire, immédiatement sont arrivées les photos de zones commerciales et de zones d'activité. Ouais. C'était le premier point qui était pointé comme je dirais, quand on baisse le regard, on a beau avoir une biodiversité, un environnement magnifique, que je vous engage bien entendu à venir voir de vos propres yeux. Il n'y a pas qu'Amiens qui est un peu chemin. Mais effectivement, ces espaces-là ont été pointés. Donc dès le début, et donc moi ce que je souhaiterais dire, c'est que le commerce, comme tout le reste dans notre SCOT, c'était quel projet de territoire. On est dans un espace de montagne, on a des espaces vallés, il y a une très forte dépendance à la ville-centre en termes de mobilité, 67% des personnes travaillent sur la ville-centre. Quand on est à montagne et qu'on habite à 45 km de la ville-centre, ça veut dire 1 heure, 1 heure et demie de trajet, d'où ces questions de mobilité et les questions de projet de territoire, immédiatement sont arrivées les fonctions qu'on souhaitait avoir avec notre armature. C'est la deuxième. Donc vous nous proposez aussi une approche qu'on attendait, c'est n'hésitez pas à instruire votre feuille de route commerce versus le projet de territoire dans son ensemble. Tout à fait. Alors vous aviez plusieurs points d'entrée, une ville-centre qui capte 40 000 habitants sur 80 000 habitants de notre SCOT et 160 000 habitants au niveau du département. La densité, vous l'avez dit, des polarités importantes. Alors je crois que... Alors des polarités importantes, mais on va dire faibles dans leur poids, en termes d'équilibre territorial. Mais nombreuses, oui, c'est ça. Et je crois que dans votre démarche, à un moment, tout a pété, vous avez dû avoir recours à l'arbitrage ou médiation préfectorale. Tout à fait. Alors expliquez-nous ça. Alors je souhaiterais dire que justement, un petit peu comme disait la personne de Chambéry, excusez-moi. Madame Casanova. Les élus m'ont demandé d'insister sur ce point-là, c'est-à-dire qu'un SCOT c'est un outil, il est approuvé. Il est surtout des temps d'échange successifs. Quand on élabore, on a une ambition, un objectif. Et quand on le met en œuvre, on vérifie si dans les actes et par l'action, est-ce qu'il y a un portage politique, est-ce qu'il y a une reconnaissance de nos partenaires, et est-ce qu'il y a une application, je dirais, au-delà de l'opposabilité, ça veut dire quoi dans les faits. Donc dès le début, comme ils ont, je dirais, fortement, collectivement voulu légiférer, réglementer sur cette question commerciale, très rapidement, on a eu une montée, soit des communes qui ne partageaient pas forcément ce projet, en général porteuses d'espaces d'activité, soit des partenaires économiques qui, pour d'autres raisons, ont commencé, on va dire, 2 ans avant l'approbation, à monter en charge un petit peu. Lesquels? C'était tout confondu. On a fini au tribunal administratif. Dans un consortium, les consulaires sauf la Chambre d'agriculture, toute l'UPE, l'Union du BTP, les carriers, les hôteliers. Donc on a été attaqué sur 3 axes. Le premier qui était... mais je vous dis bien, je pense qu'au-delà du monde économique, il y avait aussi, vous savez,
le microcosme s'est actionné quand il faut, et lorsqu'on ne veut pas d'un projet, on travaille les choses différemment. En tout état de cause, il y avait 3 enjeux. Le premier, les densités qu'on proposait au niveau habitat et ainsi de suite n'étaient pas acceptées par le monde économique, qui pensait que ça allait être un malthusianisme pour l'activité du BTP, de façon générale. C'est-à-dire, grosso modo, plus de densité, c'est moins de projets, moins de construction. Donc c'était un raccourci de clavier que je vous fais, mais c'était à peu près leur façon de penser. La deuxième chose, c'était sur d'autres questions un petit peu plus diffuses, et puis il y avait ces questions de seuil maximum de surface commerciale. Parce que le monde économique, il n'est pas monolithique, et même dans une chambre de commerce, on a ceux qui sont pro-petit commerce centre-ville, et puis on a quand même parfois des porteurs de grandes surfaces, ou de surfaces intermédiaires sur du non-alimentaire. Alors, comment on a fait il faut dire que pendant le temps de l'élaboration du SCOT, on a eu un partenaire qui était l'État, qui était extrêmement proactif, qui nous a aidés à vraiment challenger et avoir des objectifs ambitieux. On les retrouvera moins en phase de mise en œuvre, je vous explique pourquoi, et on a eu la chance d'avoir un préfet à ce moment-là qui a pris les choses à bras-le-corps et qui a proposé, puisqu'on était en commission de conciliation, notre SCOT il a été approuvé mais pas à l'unanimité. Je vais vous dire, on a été des agents pour aller chercher chaque réserve de voix dans chaque commune. Et donc le préfet était convaincu que le travail du SCOT, c'était un travail plus largement au niveau aménagement du territoire, au niveau échange avec les partenaires, au niveau avancé de l'intercommunalité autour d'un centre, c'était un enjeu très fort. D'où sur cette question commerciale, il a tenu bon. Il a, dans une conciliation, dit qu'il y avait des points de non-retour et des espaces sur lesquels il ne fallait pas négocier. Donc c'était sur ce volet commercial, c'était sur le volet du foncier économique ouvert, et puis sur la question de la densité. Et donc malgré ça, on a été attaqué, donc on est passé, et entre-temps, et dans le cadre de la mise en œuvre, ce que je voudrais dire, c'est que les élus au niveau du SCOT sont confiants et sont conscients que ce travail-là, il ne fallait pas qu'ils le laissent tomber. Donc quand on est au SCOT, il y a un portage très fort de ce volet commercial. Donc on a très souvent raison contre tous, dans le sens où on vote défavorablement lorsque le SCOT n'est pas pris en compte, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Je rejoins Mme Casanova, c'est-à-dire que parfois des projets, on les a fait améliorer sur leur volet qualitatif, très souvent en amont de laisser placer, parce qu'ils ont compris qu'on était en portage politique assez fort. Donc cette nouvelle approche et ce Big Bang vous a permis de reprendre la main sur le projet de territoire avec le SCOT. Enfin, le SCOT a été est redevenu... Le SCOT, je dirais qu'on est... je reprendrai un peu je reprendrai un peu la FNAC, on est un peu les agitateurs d'idées et on est toujours porteurs des signaux faibles. On essaye d'être un peu à l'avant-garde de ce qu'il faut faire. Une belle phrase. Un SCOT est autant un résultat quand il est approuvé qu'un cheminement pour y arriver. C'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est le chemin de Damas, c'est 7 ans. Voilà. Et puis surtout, c'est ce que je voulais vous dire, notre président était très attaché là-dessus. Pour nous, et ça continue à être un cheminement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas régresser par les choix et les ambitions qui ont été portées sur ce territoire, malgré tous les avatars, tous les coups de canif, parce qu'on en a, premiers éléments, première CDAC, et on casse ça de façon allègre. Et surtout, et je souhaiterais dire, c'est le deuxième point, c'est que je pense que par contre, dans la modalité technique, et là c'est la technicienne qui parle, ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrive à CDAC, on a un secrétaire de séance qui est l'État, et qui fait une note d'analyse sur les projets. Ouais. Et qui se permet, à un moment donné, d'écrire des choses sur la compatibilité ou non avec le SCOT. Et moi, je souhaiterais dire que, plutôt que de siéger dans ces CDAC, ce qui me paraît très important, et ça c'est plutôt à la Fédé que je le porte, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas avancer auprès des pouvoirs publics pour dire que, au niveau des dossiers qui sont remis en CDAC, notre document, s'il a cette force réglementaire, le syndicat mixte ou l'organisme qui le porte devrait pouvoir être à la manœuvre pour présenter au moins cette partie-là
de la compatibilité ou pas avec le SCOT. C'est-à-dire que notre rapport devrait être versé avec la force qui se doit dans les IAC, plutôt que d'avoir un ramassis parfois d'analyses plus ou moins opportunistes sur une compatibilité avec merci pour cette proposition. Très bien, merci pour cette proposition. Ok, on la mettra au débat dans quelques minutes. On va aller chez David Mirande. Après, peut-être, madame, on va aller chez... chacun son tour. Alors, parce qu'après, j'aurai une ou deux questions collectives à vous poser. Hein, on met au débat votre proposition. Enfin, a priori, elle reçoit l'assentiment de nos participants. Alors, brièvement, pour notre territoire, je vais faire une petite historique, en fait. Donc nous sommes issus de la fusion de 4 communautés de communes donc, au 1er janvier 2017 et il se trouve qu'au début des années 90, les 3 anciennes communautés de communes rurales étaient déjà devenues les communautés de communes, alors que le Piémont-Lauronnais est parti plutôt sur la deuxième génération, c'est-à-dire au début des années 2000. Donc du coup la genèse un petit peu du SCOT du Piémont-Lauronnais à l'époque, c'était quelque part, ben voilà, on est une communauté de communes et où est-ce qu'on veut aller un petit peu quelle direction on prend. Et ça a servi un petit peu de base à un projet de territoire pour cette communauté de communes. Derrière, la notion du commerce est apparue comme une évidence aux débuts, tout simplement au début des années 2000 avec la multiplication des surfaces commerciales sur le territoire lauronnais entre autres, puisque c'est quand même une sous-préfecture, c'est là où se concentrent tous les services. La ville de Laurent, sur le territoire d'aujourd'hui qui est de 32 000 habitants, représente 11 000 habitants à elle seule. Donc c'est vraiment une centralité très forte. Également, on sait que nous autres petits élus ruraux, mais même je pense que pour un grand nombre d'élus, quelle que soit la dimension des communes ou des collectivités, on n'est pas spécialement justement des spécialistes du commerce. Par contre, on a quelquefois des critères qui nous apparaissent comme certaines évidences. On sait que le commerce va rechercher la population. Donc, si une population a tendance à fuir un centre-ville et va vivre en périphérie, c'est déjà un premier signe. Le commerce a besoin de voies, de circulation. S'il se crée des ceintures périphériques autour de ces villes, c'est également un signe. Donc à l'époque, tout simplement les élus du Piémont-Lauronnais, et ça se confirme aujourd'hui puisqu'on vient de terminer une concertation sur le nouveau territoire, ça se confirme que ce diagnostic de l'époque était toujours valide. Ils ont souhaité conserver le développement des grandes et moyennes surfaces dans le périmètre de l'agglomération lauronnaise, qui concentre toutes les centralités, et éviter justement d'avoir des concurrences qui se créent avec les petites communes en fort développement démographique. Donc, en fait, le SCOT du Piémont-Lauronnais sur la partie commerce est extrêmement simple. C'est essentiellement un paragraphe qui définit les implantations des grandes et moyennes surfaces au-delà de 300 mètres carrés. Et ensuite, en dessous de 300 mètres carrés, elle a défini des bourgs ruraux d'équilibre qui, de par notre territoire assez vaste et extrêmement rural, se justifient encore aujourd'hui. Donc ça, c'est une carte sur le tissu commercial, ça c'est suite au pré-diagnostic. On pourrait mettre la carte du SCOT, en fait. Il y a les zones d'implantation qui ont été définies dans le SCOT. La suivante, s'il vous plaît. A priori, il n'y en a pas. Voilà. Donc en fait, les zones commerciales sur l'agglomération lauronnaise ont été définies en centre-ville, sur la proche périphérie, toujours en agglomération, et une possibilité sur une zone artisanale d'accueillir une partie de commerce qui se trouve vraiment à la limite de l'agglomération. Donc la concertation a démarré en 2004. Pendant 3 ans, le SCOT n'a pas été opposable. Les élus ont souhaité le faire vivre de façon à bien l'appréhender. Il est devenu opposable en 2010, en septembre 2010. Et il permettait certains aménagements au niveau des zones commerciales. Il se trouve que la commune de Laurent a révisé son PLU en 2012 et a été un petit peu plus restrictive que ce que définissait le SCOT. Par exemple, donc, sur la zone artisanale qui est en limite périphérique, ils ont souhaité éviter à tout prix qu'il y ait des grandes et moyennes surfaces qui se situent là, et plutôt les conserver vraiment à l'intérieur de la commune, de façon à éviter un étalement qui pourrait ensuite continuer. Donc, votre document d'aménagement commercial est opposable, tout le monde est rentré dans le rang, tout le monde l'applique. Comment ça vit? Comment ça s'anime? A priori, pour le moment, il fait l'unanimité auprès
dossiers-là auprès des élus. C'est vrai que ça permet également d'éviter, il y a des demandes en permanence, et notamment vis-à-vis des grands axes routiers. On a un projet de déviation de Laurent-Sainte-Marie important, on ne sait pas s'il verra le jour, mais notamment pour la nationale 134 qui monte ensuite sur le col du Somport pour aller en Espagne. Et il se trouve qu'il y avait déjà une grande surface qui voulait s'installer sur ce site-là, qui est vraiment une commune rurale, et se mettre vraiment à proximité. Donc déjà, le SCOT interdit ces installations, malgré les pressions, que ce soit des pressions sur les propriétaires fonciers, soit des opérateurs commerciaux, également quelquefois des communes, des élus de ces communes qui veulent toujours une installation sur son territoire. Donc à ce niveau-là, c'est parfaitement bloqué. Et c'est vrai qu'également, il y a une autre grande surface qui veut se déménager de l'endroit où elle est aujourd'hui, qui pour l'instant n'a pas accepté la proposition qui a été faite de se rapprocher un petit peu du centre-ville, d'aller sur une zone qui est définie par le SCOT. Et vu que le PLU de la ville de Laurent est justement un petit peu plus restrictif, on a tendance à y amener progressivement de par la discussion et la... Alors, vous disiez ça hier soir au pied de la cathédrale, le SCOT inspire aujourd'hui le PLU. Il inspire, surtout ça a été un outil pédagogique à la fois pour les communes du Piémont-Laurennais, mais ça l'est également aujourd'hui pour les autres communes qui sont sur le territoire. Moi je suis issu d'une ancienne intercommunalité de 1800 habitants et 6 communes rurales. Nous sommes en cours d'élaboration de PLUI, on espère arrêter à la fin de l'année. Et même si le SCOT n'est pas opposable sur notre territoire, on s'en est inspiré à un moment donné, quoi qu'il arrive. Donc il y a un échange qui est intéressant et il fait assez l'unanimité. Vous aviez une évasion commerciale vers Pau qui était de 50%, elle est tombée à 30%, CQFD. Racontez-leur l'histoire de Lidl en 2000. C'est un petit peu ce que je disais, c'était le Lidl qui veut se déplacer aujourd'hui, qui voulait se déplacer sur des zones qui ne sont pas identifiées dans le PLU de Laurent, qui sont identifiées sur le SCOT, mais qui sont justement enlevées par le PLU de Laurent. Et jusqu'à présent, toutes les zones qui leur ont été proposées étaient refusées, mais progressivement, ils vont très certainement arriver à s'installer sur la zone qui est prévue. Alors, une question que je vous pose, peut-être pas répondre les 6, mais que je vous lance. Avec les décisions que vous avez prises, est-ce que votre SCOT vous permet réellement dans la durée de jouer le rôle de régulateur de la donne commerciale de vos territoires, ou est-ce qu'il vous manque encore des trucs? Comment vous voyez les choses? Allez-y, monsieur. Et après, je vous demanderai un commentaire rapide et on donne la parole à la salle, ou l'inverse, on verra. Il y a un élément important qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que le commerce évolue beaucoup plus rapidement qu'il n'a évolué encore ces dernières années. Le commerce Internet, aujourd'hui, le taux d'évasion commerciale sur notre territoire, c'est entre 15 et 20%. C'est pas vraiment mesuré. On sait mesurer le volume financier commercial sur notre territoire, c'est 1 milliard d'euros. On sait qu'entre 15 et 20% sont en train d'échapper par la commande directe sur Internet. Donc, on prend des mesures aujourd'hui par rapport au passé, par rapport à une situation de construction, d'aménagement, mais on n'a pas de visu et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, sur l'instant, oui, on peut penser que les mesures, quand une GMS vient de rencontrer, nous dit voilà, je vais fermer le carrefour que j'ai racheté de Dia, d'accord. On va être très attentif à ce qui va venir à la place. Vous en avez un chez vous? On en a un. Mais on va requalifier pendant ce temps-là notre hyper carrefour qui est chez vous. Oui, sans extension de surface. C'est la règle. Bon, il n'y aura pas d'extension de surface. Donc, sur le temps immédiat, oui. Ces mesures ont de l'effet. À 5 ans, 10 ans, je ne parierais pas qu'on n'assiste pas à une nouvelle forte mutation du commerce. Alors ça, c'est une problématique. Je peux avoir votre commentaire là-dessus, Pascal Madry, parce que, ok, on a 5 exemples de territoires qui prennent des décisions fortes
on fait le piloter leur commerce, et en même temps, en toile de fond, on ne sait pas trop où on va. Vous avez des éléments de perspective là-dessus? Alors, il y en a un plus près, non? Oui, il est où le troisième? Ah, il était là. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est quand même une lente maturation des SCOT sur ces sujets d'urbanisme commercial. Donc, il y a véritablement une montée en compétence de ces outils sur ces questions. Alors, effectivement, sur un environnement qui peut être instable, mais il faut aussi voir qu'avant même la question du commerce, les SCOT ont évolué dans un environnement réglementaire lui-même instable, et que vous avez eu le régime SRU, le régime LME, ENE, ACTB, Allure, etc. Et malgré tout, on voit qu'une trace arrive à se creuser, enfin un sillon arrive à se creuser dans cette instabilité réglementaire. Moi, ce que je vois aussi, c'est que petit à petit, vous reterritorialisez la question de la compétition territoriale à la bonne échelle, et que, on en reparlera, mais c'est cette fameuse controverse centre-ville, périphérie, on voit bien qu'elle n'est pas tout à fait opérante sur cet aspect-là. Sensibilisation aussi à d'autres enjeux, c'est-à-dire la question du développement commercial et de sa régulation entre dans des enjeux d'aménagement du territoire beaucoup plus larges. Et vous avez beaucoup utilisé d'images messianiques, de bâtons de pèlerin, etc. Enfin, le SCOT, on voit bien, est un outil de conviction, enfin, de ce point de vue-là, de pédagogie, de construction d'un consensus. Après, avec différents outils, vous faites tous un petit peu de malthusianisme, tous un petit peu de libéralisme, tous un petit peu d'aménagisme. On ne peut pas vous caser forcément toujours dans et on devra quand même. Et oui, c'est ça, avec les montées en compétences. Et j'ai encore entendu par ailleurs, mais là je parle sous le contrôle d'une représentante de la LCF, que le SCOT peut aussi être un outil inspirant pour les PLUI, et il le sera probablement aussi pour les SRADET. Et donc il y a un enjeu de consolidation de tous ces acquis aujourd'hui. 30 secondes, madame, et je vais demander à Xavier Desjardins de nous rejoindre. Vous allez prendre la place. Juste une micro-remarque, vous disiez ce sur quoi peut-être on a pêché ou peut-être on n'est pas assez en anticipation, et c'est le diaporama que vous avez passé tout à l'heure qui m'y fait penser. On a beaucoup travaillé la réglementation des implantations physiques des commerces, et je pense que les flux va être essentiel, et voilà, s'il y a un endroit sur lequel je pense qu'on a peut-être pêché en ce qui nous concerne, ce sera cette prochaine étape de déjà les flux. Next step. Je prends 2-3 questions et ensuite un petit teasing sur ce qu'on va vivre cet après-midi. Alors, qui on a envie là, de faire ce qu'ils nous ont exprimé? Qui intervient? Monsieur. Je vous donne mon micro. Merci Nicolas Slay, président du SCOT des territoires du Grand Vendômois, notre sous-préfecture, arrondissement nord du Loir-et-Cher. Un témoignage et une question très rapide. Témoignage sur notre secteur, on a une charte d'urbanisme commercial, alors qui n'est pas opposable depuis 2000, mais qui a été écrite et concertée avec les acteurs économiques, les consommateurs, les commerçants locaux et autres. Elle se réunit dès qu'un porteur de projet arrive pour un projet de grande surface, bien avant de déposer en CDAC, donc tout ce travail de dialogue en anticipation, et en gros, après la réunion, il sait si ça va passer ou si ça va passer, ou si ça va pas passer. Et pour que ça passe, il a des prescriptions. Donc le dialogue pour l'instant se fait bien, voilà pour le témoignage. La proposition, c'est un débat que j'ai soumis au candidat au sénatorial que j'ai reçu en septembre dernier. Il y a eu à l'Assemblée nationale un projet de loi Ollier qui n'a pas abouti, qui visait à intégrer la réglementation de l'urbanisme commercial dans le reste. Et je leur disais, on va vraiment vers une démarche de renforcement du rôle des SCOT et des SRADET aussi. Pourquoi ne pas intégrer à la place des CDAC ou autres la décision à cette échelle-là en dialogue avec les territoires. Parce qu'il n'y a plus rien qui est de compétence et de pertinence départementale. C'est soit local, soit régional, voire soit national. Donc aussi bon relocaliser la décision avec nos documents qui se renforcent dans ce domaine-là. Voilà ma proposition, à la fois à Michel, à la FEDESCOT et aux autres, voilà, qui peuvent en débattre. Au président Marcon, je sais que dans son rapport, il y a des éléments de ce type-là. Donc, on a eu deux propositions effectivement intéressantes. Je crois que ça rentre aussi dans le cadre de la simplification, mais aussi là de l'efficacité. Moi, je
pour nous, ça nous paraît des propositions tout à fait intéressantes. C'est un chantier que peut porter la C'est un chantier que peut porter la Fédé. Très bien. Ça croise ce que disait Madame. Il y avait quelqu'un là-bas qui a demandé la parole après j'ai la qui est la personne qui voulait parler par là? Ah bah il y en a. Non, donc c'est ça. Merci, oui, Gilles Poupard de l'agence d'urbanisme de Lorient. On a travaillé pour les élus du SCOT du Pays de Lorient. C'est juste un petite remarque sur la question de l'observation. C'est quand on a cité tout à l'heure, Jean-Michel Bonhomme a parlé de l'intervention de Pascal Madry sur Lorient et de la question du taux de vacances dans le centre-ville. Et en fait, nous, on s'est appuyé là-dessus après pour dire que ce taux de vacances, ça a aussi permis de sensibiliser l'ensemble des élus sur le danger de son niveau, mais surtout de son augmentation. Chaque année, il prenait un point. Donc on s'est organisé avec le CCI, avec les agences immobilières de Lorient pour mesurer chaque année le taux de vacances dans le centre-ville et dans les centralités du Pays de Lorient. Et c'est au-delà des conflits qu'il y a eu sur les zones périphériques, c'est cette prise de conscience de l'augmentation du taux de vacances qui a fait que le SCOT il y a des dispositions qui ont été prises, et aussi qu'on a mis une condition pour le développement des zones périphériques en disant vous ne pouvez pas vous développer tant que le taux de vacances est à tel niveau, parce que c'est un signe de mauvaise santé du centre-ville. Donc c'est ce critère-là qui finalement a été introduit dans le SCOT, de mettre une condition qui, c'est pas de dire c'est open bar pendant 10 ans ou c'est fermé pendant 10 ans, mais c'est ouvert ou fermé suivant le niveau de bonne santé du centre-ville qui est mesuré par ce taux de vacances. Dernière intervention. Ah bah là-bas. Vous allez. Merci. Monsieur. Vous m'aviez pas vu. Daniel Pougeot, je suis maire de la commune de Port-sur-Vienne, à la confluence de la Creusette de la Vienne et vice-président d'une communauté de communes en charge du SCOT et du PMI. J'ai entendu ce matin toute la présentation qui a été faite sur les outils d'analyse que je partage. Je viens d'entendre tout ce qui vient d'être cité en termes d'éléments moteurs sur les différents exemples qui nous ont été portés. Ma question elle est la suivante. À quel moment, dans l'analyse, on introduit la qualité des acteurs du commerce? On sait, un peu partout, qu'une structure ne vit que quand l'acteur est performant pour la faire vivre. À quel moment vous l'introduisez dans votre analyse? Si j'ai la réponse là-dessus, ça va me satisfaire. Alors, les acteurs du commerce. L'acteur du commerce, c'est simple. Vous avez un boulanger qui se bat pour maintenir son activité. Il fait un produit de qualité. Il a une zone de chalandise de 40 km, les gens viennent. L'épicier, c'est pareil. Le boulanger, le boucher, c'est pareil. À tout niveau, l'acteur me semble essentiel dans la dynamique. L'indicateur. On les associe, on les interroge. À quel moment on les introduit pour se servir de cette présence, j'allais dire physique et dynamique, pour effectivement dynamiser nos territoires. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit là. Ouais. Alors, il de dire des choses intéressantes. Non, je vous ai repéré. Parce que les autres, en revanche. Vous avez peut-être une expérience là-dessus? Oui, vous de prise en compte de l'indicateur qualité du commerce. Ouais. Pas d'indicateur de qualité, mais répondre à quel moment les acteurs. Non, mais c'est sa question. Hein. Oui. Nous, dans l'élaboration du SCOT, on a eu des chantiers du diagnostic où, on va dire, plutôt la GMS était associée. Et on a travaillé, ce qui nous a pris justement ces 7 ans, c'est qu'on a fait 1 an et demi de tournée communale dans lesquelles on avait une présentation de ce qu'allait être un SCOT et de pouvoir récupérer les attendus des acteurs du territoire. Et notamment... Vos indicateurs de choix, est-ce que c'est été pris en compte? Alors, dans vos indicateurs de décision? De décision, tout à fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, je dirais, 3 éléments qui me reviennent en tête. Le premier, c'est qu'on a mis des polarités dans les stations de sport d'hiver qui étaient un commerce saisonnier, et donc il y a eu un travail de fait par rapport à ce retour de la demande locale. La deuxième, c'est qu'on a aussi des polarités dites de quotidienneté, et là, entre guillemets, la somme des indicateurs qui ont été pris des épiciers ou des gens qui continuent à avoir des multiservices et de comprendre leurs problématiques a été prise en compte. Et troisièmement, on a fait tout un travail avec la GMS d'affinement des niveaux de seuil de surface commerciale pour, on va dire,
on a lancé un petit peu un SCOT T0 pour voir si ça passait ou si ça cassait avant de... Très vite. Un commerce de qualité, c'est un commerce discret en général, donc il est assez difficile à entendre, il n'est pas forcément audible sur la scène locale. Après, on a quand même des indicateurs qui permettent de voir comment se concentre la qualité du commerce, c'est tout simplement le chiffre d'affaires. Il faut obtenir la donnée. La progression de l'emploi quand on est sur des structures un peu plus importantes. Et puis aussi tout simplement la zone de chalandise. Effectivement, un boulanger qui rayonne à 40 km, c'est un acteur d'exception. Je ne pense pas que ça existe véritablement en fait, ou alors c'est un pâtissier aussi, enfin il y a d'autres cordes à son arc, ou alors il nourrit des collectivités. Pour moi, la question de la qualité du commerce, elle relève peut-être plus d'une politique locale de commerce, d'une politique de développement local du commerce que d'une politique de planification du commerce. Donc voilà, je la mets en complémentarité, mais pas forcément dans le cœur du réacteur de la planification, parce que ça serait encore un sujet de plus à traiter, et traitons déjà bien la question des équilibres, avec tous ces enjeux de mutation du secteur, et le commerce, on peut penser qu'il suivra, ou en tout cas qu'il s'adaptera. Xavier Desjardins, du cabinet Acadie, vous avez mené dans son projet de recherche-action cette étude que nous présentons cet après-midi et qui propose, alors on les a déjà un peu déflorés, des controverses qu'on va décortiquer. Comment, alors première question, parce que là on a commencé à démontrer que oui, les SCOT ont rendez-vous avec le commerce, oui, ils peuvent jouer un rôle de régulateur. Quelle est votre réaction à ce que vous avez entendu ce matin? Et puis mettez-le en appétit sur ce que vous nous raconterez cet après-midi. Vous me donnez un sacré défi, c'est vous mettre en appétit à midi 27, mais en appétit pour la présentation de l'étude en début d'après-midi. Alors, effectivement, en fait, dans le panel de ce matin, on a bien entendu, je dirais, toute la difficulté d'exercice de planification. Je crois que vous avez, avec vos 5 cas, résumé les trois éléments qui font que c'est toujours compliqué et l'intérêt à y mener. La complexité, vous l'avez dit, c'est une compétition territoriale, vous l'avez tous dit, entre communes, le PLU qui ouvre, celui qui ferme, etc. Vous l'avez moins évoqué, enfin, on en a parlé avec Pau, mais la compétition territoriale aussi, c'est entre SCOT, et ça c'est aussi souvent une des difficultés que l'on a vues, c'est que d'un SCOT à l'autre, et même parfois des SCOT éloignés, parce que les métropoles régionales se font aussi concurrence sur un certain nombre d'éléments commerciaux, et donc ça, la compétition territoriale, c'est un élément évidemment extrêmement compliqué à dépasser. Compétition commerciale, bien sûr, vous l'avez évoqué, entre des types de commerce, les petits commerces et grands commerces, mais aussi entre des acteurs commerciaux qui peuvent avoir d'ailleurs des points de vue différents sur l'opportunité ou non de limiter le développement commercial dans tel ou tel endroit. Et donc on sait bien que dans ce qu'on édicte dans un SCOT, on va faire des contents, des mécontents. Dans la sphère commerciale elle-même, elle a évidemment des avis qui sont extrêmement différenciés selon son positionnement dans la concurrence, selon sa qualité, selon sa localisation, etc. Et puis, le troisième élément de complexité, vous l'avez évoqué de manière feutrée, parce que vous êtes 5 cas, on va dire, très, très offensifs sur les questions commerciales, mais parfois entre vous, entre ceux qui pensent que voilà, c'est une question d'aménagement du territoire, le commerce, et ceux qui continuent à se dire que la liberté du commerce, il faut la chérir et donc être très très prudent quand on la limite. Et donc, ces trois difficultés, on les a vues partout, et ça, c'est des difficultés de long terme que l'on a encore aujourd'hui. Mais ce qui était très intéressant aussi, ce qu'on essaiera de montrer cet après-midi, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des éléments avec lesquels, et on voit que c'est compliqué, puisque vous avez raconté, c'est des conflits, des conflits, pas avec de la violence, mais voilà, il faut y aller, quoi. Ça ne se résout pas, voilà, c'est un peu musclé. La question commerciale, c'est quand même pour les SCOT une question très compliquée, c'est tout ce que vous nous avez raconté, il faut de l'audace, de l'envie, du courage, etc. Mais ce qu'on a vu, c'est aussi que, et ça c'est intéressant, c'est ce que ça change, je pense qu'il y a quand même deux éléments, et ça a été dit ce matin, dès l'introduction, je pense que c'est la question de la centralité. Nous, quand on a fait nos entretiens, on nous a partout parlé de centre-ville. Et ce qu'on nous disait dans les centres-villes, c'est, vous savez, que la question du commerce, elle vient beaucoup par plein d'autres aspects, vous avez évoqué talent urbain, concurrence, les consommateurs, etc. Et la question des centres est pourquoi? Parce que, en fait, le mal-être des centres-villes ne vient pas que du commerce, on sait bien, il y a plein d'autres éléments, mais souvent, c'est un élément, je dirais, qui sonne comme une alerte, et en fait, quand le centre-ville va mal, on se dit c'est bizarre, c'est notre représentation de la vie urbaine européenne qui va mal, il y a un truc qui n'est pas normal là-dedans.
normalement, quand on présente une ville, ce matin, on a parlé de la cathédrale d'Amiens, c'est dans le centre, etc., du centre-ville. Et quand on se dit le centre va mal, ben voilà, aussi, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez nous, etc. Et en fait, cette alerte par rapport aux centralités, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que beaucoup d'élus périurbains, à 4, 5, 10, 15, 20 km, nous disant, ben, nous aussi, ça c'est notre problème, puisque certes, c'est pas notre ville, mais ça correspond à notre territoire, et on ne peut pas avoir ça. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant et qui découle derrière, on se dit que le levier du commerce est un de ceux qui participent de cette revitalisation-là. Et ça, je dirais, c'est un changement qui est quand même assez rapide. Donc peut-être en une décennie, enfin les cartes de Pascal montraient qu'en une décennie, la situation des centres avait changé. Et donc en une décennie, en 2008-2018, c'est très différent avec le positionnement de beaucoup d'acteurs périurbains par rapport à ces questions commerciales a changé parce que le territoire a changé. Et donc il y a une alerte, je dirais, qui relève d'une conception de partager de ce qui fait la ville agréable, la ville qu'on a envie de montrer à ses amis, etc. Et donc ça joue beaucoup. Et puis le troisième élément, on y reviendra aussi cet après-midi, c'est évidemment aussi ce qui change toutes les règles du jeu. En fait, ce qui est vraiment intéressant à ce moment-là sur les spots e-commerce, c'est que c'est des débats qui sont très anciens, des outils qui sont anciens, parce qu'on a parlé de la loi Royer, CDH, ça c'est pas des trucs très nouveaux. Enfin, les CDH, c'est ça de 73, et les spots, ça de 17 ans. Mais aujourd'hui, avec cette centralité et la mutation très importante du numérique, en fait, les outils restent, mais les conceptions et les moteurs de l'action sont en train de complètement se modifier en quelques années. Et donc c'est ça que l'on va essayer de montrer cet après-midi et qui nous a beaucoup intéressé dans cette recherche-action. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut les applaudir. Ah, il est là. Alors moi je vous retrouve à 14h pour la suite.